C'était le plus grand navire jamais construit à son époque, et il était censé être insubmersible. Mais quelques jours après avoir entamé son premier voyage, en 1912, le Titanic a disparu, loin sous les vagues impitoyables de l'Atlantique Nord. Des 2200 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord, seuls 706 ont survécu à cette terrible nuit. Un navire plus petit aurait-il mieux résisté dans la même situation ? La taille de l'iceberg a-t-elle été un élément clé dans le drame qui s'est joué ? La décision de changer de cap au tout dernier moment pour tenter d'éviter l'impact n'a-t-elle pas constitué une erreur fatale en définitive ? 3 si qui laissent en suspens plusieurs scénarios. Nous savons que le Titanic était considéré comme une merveille d'ingénierie à son époque. Conçu par Thomas Andrews pour la compagnie maritime britannique White Star Line, il mesurait un peu plus de 270 mètres de long et 53 mètres de haut. L'espace était suffisant pour abriter 840 cabines, une piscine, un cours de squash, un gymnase et 2 salles à manger. Mais c'est sous le pont que se trouvait l'une de ses nouvelles caractéristiques les plus impressionnantes. La coque du Titanic était divisée en 16 compartiments conçus pour être étanches. Jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau en cas de brèche, les 12 autres aidant à maintenir le navire endommagé à flot. C'est grâce à ces compartiments que le navire était considéré comme insubmersible. Selon la rumeur, Philippe Franck, le vice-président de White Star Line, aurait même déclaré « Il n'y a aucun danger que le Titanic coule. Le bateau est insubmersible et les passagers ne subiront au pire que des désagréments mineurs. » Les conséquences tragiques survenues le 14 avril 1912 ont pourtant démontré le contraire. Lorsque la glace a déchiré latéralement la coque du navire, plusieurs des compartiments étanches ont cédé. Il n'a fallu que 2h30 pour que le Titanic sombre. La taille de l'iceberg a-t-elle scellé le sort du paquebot ? Les icebergs ont une grande variété de formes et de tailles. Ces morceaux de glace se sont détachés des glaciers ou de la banquise de l'Arctique ou de l'Antarctique et errent sur l'océan jusqu'à fondre complètement. L'un des plus grands icebergs jamais découverts aurait facilement éclipsé le Titanic. Découvert en 1957, il mesurait 168 mètres de haut, soit presque autant que le Washington Monument. Imagine un peu un navire percutant quelque chose d'aussi massif. Les icebergs plus petits, cependant, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Certains font en moyenne la taille d'une maison, ce sont des fragments d'iceberg. D'autres, plus proches de la taille d'une voiture, sont surnommés les bourguignons. Ces derniers peuvent être beaucoup plus difficiles à localiser et donc à éviter pour les navires. Bien que plus petits, ils peuvent produire beaucoup de dégâts en cas de collision. Il est essentiel de se rappeler que les icebergs sont toujours plus grands qu'ils n'en ont l'air à première vue. La majorité de leur masse est tapie sous la surface. En fait, c'est près de 80% du volume d'un iceberg qui se cache sous l'eau. La plupart de ces arêtes tranchantes et dentelées ne sont pas visibles. Approche-toi d'un peu trop près et tu risques fort d'endommager la coque de ton navire. Comme l'équipage du Titanic n'avait aucune idée de ce qui les attendait, un iceberg même plus petit et abordé selon le même angle aurait pu suffire à faire sombrer ce puissant navire. A l'inverse, s'il avait été plus grand, on l'aurait peut-être repéré suffisamment tôt pour effectuer les manœuvres nécessaires dans les temps et ainsi éviter l'impact. Mais manquer cet iceberg en particulier n'aurait toutefois pas garanti la sécurité du Titanic. Il naviguait dans une partie particulièrement dangereuse de l'Atlantique, appelée Allée des icebergs. Elle est située à 400 km à l'est et au sud-est de Terre-Neuve, au Canada. Un iceberg peut en cacher un autre, puis un autre, et ainsi de suite. L'équipage à bord aurait dû rester très attentif pour éviter d'autres collisions potentielles. Une embarcation plus petite pouvait être mieux adaptée à de telles conditions de navigation. La taille du Titanic était certainement un obstacle lorsqu'il s'agissait de le manœuvrer. D'ailleurs, il venait juste de quitter son quai à Southampton lorsqu'il a failli entrer en collision avec un autre paquebot plus petit, le SS New York, le manquant de 60 cm seulement. Le gigantesque navire à vapeur n'était pas fait pour opérer rapidement dans un espace restreint. Un paquebot de cette taille a besoin de temps et d'espace à sa mesure pour se mouvoir. Mais lors d'une rencontre entre un paquebot et un iceberg, la taille du bateau ne compte pas toujours non plus. L'Islander était un bateau à vapeur conçu pour voyager dans le passage intérieur en Alaska. Pendant l'été 1901, il a heurté un iceberg, entraînant la formation d'un trou au niveau de la proue. Le navire n'a pas coulé immédiatement et l'équipage a essayé de le conduire en sécurité. Finalement, sa proue a été complètement submergée et sa poupe s'est soulevée hors de l'eau. Il n'a pas fallu beaucoup plus de temps au bateau pour couler complètement.
Sur les 168 passagers et membres d'équipage, 128 ont survécu. L'accident a également occasionné la perte de 3 millions de dollars en or. L'Islander avait une coque de 73 mètres, soit presque un quart de celle du Titanic. Sa taille réduite n'a visiblement pas joué en sa faveur face à l'iceberg. Et puis il y a eu le Hans et Toft en 1959. Également connu sous le nom de Petit Titanic ou de Titanic danois, il était considéré comme le navire le plus sûr à flot. Il mesurait 83 mètres de long avec 95 personnes à bord. Tout comme le vrai Titanic, le Hans et Toft avait été spécialement conçu pour faire face à la plupart des problèmes que la mer pouvait lui causer. En plus de son double fond en acier, il avait aussi une proue blindée et 7 compartiments étanches. Comment un tel navire pouvait-il couler? C'était manifestement possible. C'est arrivé lors de son premier voyage, au cours de son trajet de retour vers Copenhague. Le 30 janvier, il heurte un iceberg. Un SOS est envoyé, mais quand le Johannes Cruz arrive à son secours, le Hans et Toft était introuvable. La seule trace de son existence est une bouée de sauvetage rejetée sur le rivage en Islande 9 mois plus tard. Encore une fois, la taille réduite du navire ne l'a pas avantagé. Un Titanic de plus petite taille n'aurait pas garanti un voyage sûr en 1912. La dernière supposition concerne les choix de dernière minute une fois l'iceberg repéré et l'alarme déclenchée. D'abord, le Titanic aurait pu tenter un arrêt complet, mais cette option n'était pas réellement envisageable, car le navire avait besoin de près de 800 mètres pour s'arrêter. Et l'iceberg, lui, n'était qu'à 275 mètres. Ensuite, le Titanic pouvait essayer d'éviter l'iceberg en s'en éloignant. C'est d'ailleurs ce que le capitaine a ordonné. Mais la tentative a échoué, entraînant une profonde entaille sur la coque du navire. La dernière option, percuter l'iceberg de plein fouet. Cela aurait-il fait une différence ? La réponse est un intrigant « peut-être ». Certains pensent qu'une collision frontale aurait sauvé le Titanic. Dans ce scénario, la collision aurait limité les dégâts à l'avant du navire. Des prévisions ont montré que dans ce cas, seuls 4 des compartiments auraient été percés, permettant aux autres de remplir leur rôle et maintenir le Titanic à flot. Il aurait été probablement bloqué sur place, incapable de bouger, mais il serait resté à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Cela aurait pu laisser à un bateau comme le Carpathia, qui était dans les parages, suffisamment de temps pour atteindre le lieu de l'accident et mettre les personnes à bord en sécurité. L'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a fait une déclaration dans ce sens lors d'une enquête sur le naufrage. Il a affirmé que la plupart des gens auraient survécu à un choc frontal et que le Titanic lui-même n'aurait pas coulé. Mais d'autres experts ne partagent pas cette opinion. Tout d'abord, les cloisons spéciales du Titanic ont été conçues pour protéger le navire contre les collisions avec d'autres navires, pas avec des icebergs. Ces compartiments se froissaient lors de l'impact, absorbant une partie de la force, et l'autre bateau accuserait le reste du choc. Même avec des dégâts importants, les cloisons restantes maintiendraient le Titanic à flot. Seulement, un iceberg n'a pas la même capacité d'absorption en cas de collision avec un paquebot. La majeure partie de la force aurait été absorbée par le Titanic, ce qui aurait entraîné des dégâts considérables pour le navire. Pire encore, l'impact se serait répercuté sur toute sa longueur. Les rivets auraient sauté, les coutures se seraient déchirées. Enfin, les compartiments auraient rapidement été inondés et le navire aurait coulé encore plus vite, entraînant ainsi des morts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, comme pour la plupart des questions impliquant des si, nous ne connaîtrons jamais vraiment la réponse. Aussi tragique qu'ait été le premier et dernier voyage du Titanic, il a eu pour effet des changements qui ont contribué à rendre les sorties en mer beaucoup plus sûres. Les conclusions des audiences sur la catastrophe ont conduit à la création de la Patrouille internationale des glaces en 1914. Une organisation qui surveille les icebergs dans les océans Atlantique et Arctique pour s'assurer qu'ils peuvent être évités par les navires dans la zone. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les bateaux ont été contraints de transporter suffisamment de canots de sauvetage pour accueillir chaque personne à bord. Des entraînements réguliers d'utilisation des canots de sauvetage ont été rendus obligatoires. Les cloisons des navires ont été surélevées pour mieux empêcher l'eau de pénétrer et les fonds ont été étirés pour créer des doubles coques, contribuant à rendre les compartiments vraiment étanches. On ne peut pas nier que le Titanic a été une terrible tragédie. Mais les leçons tirées de cette nuit mémorable ont certainement permis d'en éviter bien d'autres. Il y a plus d'un siècle, le Titanic a heurté un iceberg et a coulé au fond de l'océan Atlantique. Sur les 2240 personnes à bord, seuls 700 environ ont survécu. Depuis, la tragédie a fait l'objet d'une infinité de films, de documentaires et de livres.
Et bien que nous ayons appris beaucoup de choses sur le navire et de nombreuses personnes qui se trouvaient à bord, nous ne savons presque rien de l'iceberg responsable de la catastrophe, notamment concernant sa taille. Mais peut-être pouvons-nous trouver quelques indices. Le Titanic a été construit par la White Star Line dans le cadre de sa nouvelle flotte de paquebots. À l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit, et il méritait amplement son nom. Le navire mesurait 270 mètres de long, soit l'équivalent de 2 terrains de football et demi, placés bout à bout, et 53 mètres de haut, ce qui équivaut à 10 girafes debout les unes sur les autres. De la ligne de flottaison au pont, le bateau ne faisait pas moins de 18 mètres de haut, ce qui est proche de la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Le Titanic était assez grand pour abriter des cafés, un restaurant, une salle de lecture et d'écriture, des bains turcs, une salle de sport et des cours de squash. Il y avait même de la place pour une piscine. Le paquebot pouvait transporter un total de 3300 personnes, dont 2435 passagers et 900 membres d'équipage. Bien que le luxe fût important, la sécurité était primordiale. Le Titanic avait été conçu pour avoir 16 compartiments étanches sous le pont. Si la coque du navire était endommagée d'une manière ou d'une autre lors d'un accident, jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau, tandis que les 12 autres garderaient le navire à flot. Philip Franklin, vice-président de la White Star Line, a déclaré que c'était ce qui rendait le navire vraiment remarquable. Il aurait dit quelque chose comme « Il n'y a aucun risque que le Titanic coule. Ce bateau est insubmersible et les passagers ne subiront que des désagréments mineurs. » L'histoire lui a donné tort. Le navire a quitté l'Angleterre pour son premier et dernier voyage le 10 avril 1912. Et il a suffi d'un seul iceberg pour faire sombrer le mastodonte des mers. Les icebergs sont fascinants. Ils se forment lors d'un processus appelé vélage, lorsque de gros morceaux de glace d'eau douce se détachent des glaciers et flottent vers le large. Ils finissent par fondre et disparaître. Dans l'hémisphère nord, la majorité de ces icebergs proviennent du Groenland. Dans le sud, ils viennent de l'Antarctique. Ce que tu vois à la surface de l'eau n'est qu'une petite partie d'un iceberg. Ce n'est que la pointe. La plus grande partie, jusqu'à 90%, est cachée sous l'eau. Ce n'est qu'en examinant des photos de l'ensemble que tu peux vraiment apprécier l'ampleur des icebergs. C'est la partie de l'iceberg qu'on ne peut pas voir qui est souvent la plus dangereuse. Sous les vagues, il peut avoir des saillies meurtrières aux endroits les plus aléatoires. Un navire peut facilement s'en approcher de trop près sans s'en rendre compte, ce qui entraîne de graves dommages au fond du bateau. Et les gros icebergs ne sont pas les seuls dont il faille se méfier. Les plus petits, qui sont plus difficiles à repérer, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Un bourguignon, par exemple, mesure moins de 2 mètres de large, avec un peu moins d'1 mètre au-dessus de l'eau. Et un fragment d'iceberg, légèrement plus grand, mesure moins de 5 mètres. Les dangers des icebergs étaient bien connus lorsque le Titanic a pris la mer. En 1901, l'Highlander voyageait dans le passage intérieur vers l'Alaska. Il est entré en collision avec un iceberg et a coulé immédiatement. Par chance, 138 des 178 personnes à bord ont réussi à s'en sortir. À l'époque, il n'y avait pas d'équipement spécial pour détecter les icebergs. Le meilleur outil était les yeux. Depuis un point d'observation spécial au-dessus du navire, appelé le nid de pie, 2 membres de l'équipage devaient fixer l'océan et surveiller les dangers potentiels. Le nid de pie était situé à l'avant du navire, à 15 mètres au-dessus du pont. Il était attaché au mât. De cette hauteur, on avait une bonne vue sur l'océan. Si les membres d'équipage voyaient quelque chose de suspect, ils pouvaient faire sonner une grande cloche pour déclencher l'alarme. Ensuite, ils pouvaient appeler depuis un téléphone spécial pour prévenir le capitaine de tout danger. Mais imagine quel travail difficile cela devait être, surtout la nuit où le Titanic a coulé. Le nid de pie n'était pas une pièce chaude et douillette entourée de fenêtres. Au contraire, c'était une grande plateforme ouverte exposée aux éléments. Le 14 avril 1912, la température de l'air était d'environ 4 degrés, ce qui est proche du gel. Le navire se déplaçant à environ 23 nœuds, plus de 42 km/h, si bien que les marins ont dû sentir cet air glacial fouetter toute zone de leur peau exposée. Le seul point positif de ce travail était que le quart ne durait que 2 heures. Frederick Fleet est le marin qui a repéré l'iceberg responsable du naufrage. Il était dans le nid de pie et travaillait avec Reginald Lee à ce moment-là.
Fleet surveillait le côté bâbord du navire, tandis que Lee scrutait le côté tribord. Il était 22 heures lorsque les deux hommes ont commencé leur quart. Ils avaient déjà été prévenus de la possibilité de glace. Mais par un si grand froid et de nuit, la tâche peut sembler pénible. Pire encore, les deux hommes n'avaient même pas de jumelles pour leur faciliter la tâche. Fleet insistera plus tard sur le fait qu'avoir des jumelles aurait certainement permis d'éviter la tragédie. Alors qu'il leur restait environ 20 minutes de quart, les marins ont remarqué l'iceberg. Fleet a sonné la cloche. Une fois, deux fois et une troisième fois. Il a ensuite appelé le pont pour informer l'équipage. Au début, l'appel a semblé arriver à temps. Les moteurs du navire ont fait machine arrière et l'énorme paquebot a réussi à tourner. Mais ce n'était pas suffisant pour éviter l'iceberg. Une pluie de glace s'est abattue sur le pont du navire. L'iceberg a déchiré la coque et l'eau a commencé à envahir le navire. 2h40 plus tard, le Titanic avait disparu. Et voici l'indice numéro 1. L'iceberg était assez grand pour être repéré à l'œil nu dans l'obscurité de la nuit, sans jumelles. Il était aussi assez grand pour que des morceaux de glace tombent sur le pont du navire. Comme tout cela s'est déroulé bien avant les réseaux sociaux et les smartphones, personne à bord n'a pu prendre de photos ou de vidéos à ce moment-là. Donc bien sûr, nous n'avons pas d'image réelle de l'iceberg. Mais il existe des photos de ce qui était probablement le même iceberg prises plus tard ce jour-là. Le SS Prince Adalbert naviguait près de la zone le matin du 15 avril 1912. Le steward du navire n'avait pas encore entendu parler de ce qui était arrivé au Titanic. Mais lorsqu'il a aperçu un iceberg flottant à proximité, il s'est senti obligé de le photographier. Pourquoi ? Il y avait une ligne de peinture rouge le long de la base de l'iceberg, indiquant qu'il était probablement entré en collision avec un navire au cours des 12 heures précédentes. Une deuxième photo a été prise depuis un navire appelé le Minya, qui a été envoyé dans la zone pour chercher les débris de la collision. Le capitaine de Carteret a déclaré que parmi les débris, il avait vu qu'un seul iceberg. Il a aussi remarqué une traînée de peinture rouge sur celui-ci. D'après les photos et les récits des témoins, les journaux ont estimé que l'iceberg faisait entre 15 et 30 mètres de haut et entre 60 et 120 mètres de large. C'est l'indice numéro 2. L'iceberg qui a heurté le Titanic a probablement commencé son voyage en mer depuis la côte du Groenland, en passant par la baie de Baffin jusqu'au détroit de Davis. De là, il a dû dériver à travers la mer du Labrador et a finalement atteint l'Atlantique. Et cela en soi est assez impressionnant. Les glaciers du Groenland engendrent entre 15 000 et 30 000 icebergs chaque année. Certains sont petits, d'autres gros. Parmi eux, à peine 1% atteindront réellement l'Atlantique. Les autres fondent simplement en cours de route. Nous savons que la température de l'océan Atlantique où le naufrage a eu lieu était d'environ moins 2 degrés, soit en dessous du point de congélation. Pour les humains, cela peut provoquer des engelures ou une hypothermie. Mais cette température est en fait relativement douce pour un iceberg. La plupart ne durent que 2 ou 3 ans dans l'Atlantique Nord, fondant lentement dans l'eau plus chaude. Donc il est probable que l'iceberg du Titanic ait quitté le Groenland en 1910 ou 1911 et qu'il ait complètement fondu fin 1912 ou en 1913. Et puisqu'il est arrivé jusqu'à l'Atlantique et a réussi à causer des dommages importants au navire, nous avons l'indice numéro 3. Nous ne connaîtrons jamais avec certitude la taille de l'iceberg de ce jour-là, mais nous savons que ce n'était certainement pas un bourguignon ou un fragment d'iceberg. Ces deux types d'icebergs sont beaucoup trop petits. Et si la glace a effectivement été dispersée sur le pont pendant la collision, l'iceberg devait être un peu plus haut que 18 mètres. Les estimations des journaux sont probablement les plus proches que nous puissions obtenir. L'iceberg qui a coulé le Titanic était en effet redoutable, et les icebergs sont toujours une menace. Pas plus tard qu'en 2007, le bateau de croisière Explorer en a heurté un et a coulé dans la mer de Weddell, en Antarctique. Heureusement, tout le monde a survécu. La patrouille internationale des glaces a été créée en 1914 après le naufrage du Titanic. L'organisation est toujours en activité aujourd'hui, composée de ressortissants de plusieurs pays. À l'aide d'avions et de radars, la patrouille localise et suit les plus gros icebergs, mettant les informations à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, et empêchant ainsi d'autres tragédies océaniques.